Parce que tout d'abord, adopter une stratégie ambitieuse en matière de biodiversité, c'est un enjeu crucial pour toute entreprise, pour réduire ses impacts sur la biodiversité. Mais pour adopter une stratégie, ça ne suffit pas en soi. Il faut aussi pouvoir la mettre en œuvre de manière efficace et concrète. Et pour ça, on repose sur des acteurs clés qui sont donc les salariés des entreprises. Parce que ce sont des salariés convaincus qui vont permettre de faire en sorte que toutes les actions soient réellement mises en œuvre et soient efficaces au sein de l'entreprise. Pour ça, il y a tout un processus. Parce qu'on ne peut pas commencer directement par les actions les plus fortes, les plus impactantes. Il faut d'abord avoir des bases solides. Commencer par éveiller l'intérêt des salariés à la biodiversité, les sensibiliser. Et à partir de là, l'entreprise pourra mettre en place des actions fortes et concrètes sur le terrain, au niveau des sites, au niveau des sièges, et pour enfin avoir des actions transformatrices. Pour ça, on peut d'abord du coup se reposer sur des outils et des dispositifs. Il y a une large palette d'outils qui va vous permettre d'arriver justement à cette sensibilisation et cette mobilisation. Ça peut commencer par exemple par des actions de communication en interne, puisque les salariés doivent d'abord être au courant de la stratégie biodiversité, ils doivent être au courant des actions qui se passent au sein de l'entreprise. Ça passe également par des moments de dialogue sur les sites, sur les sièges, où vous pourrez aborder les sujets de biodiversité, les enjeux, et puis aller de plus en plus loin. Il y a plein de formats différents, et vous en verrez deux différents. Voilà. Est-ce que ça marche? Non. Vous les rallumer toutes les 5 minutes. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous m'entendez? Moyen. Là, ça fonctionne. Donc, passer par des moments de dialogue. Ah, il n'y a plus de batterie. Il n'y a plus de batterie, on arrive dans un instant. La pile. Et donc, il y a plusieurs formats différents, et ces formats, vous aurez deux exemples, que ce soit avec Ekium ou avec Sorenji, qui vont vous être présentés juste après. Au-delà de ces moments de dialogue, vous pouvez renforcer du coup l'implication des salariés via la formation. La formation, c'est quand même un outil essentiel. Et pour que ce soit efficace, il faut que cette formation soit adaptée au métier. Elle peut être dispensée soit par l'interne, soit par des prestataires extérieurs, que ce soit des partenaires, des ONG ou des agences spécialisées dans la formation. Au-delà de ça, donc, on parle souvent des sites et des sièges, mais il y a aussi les cadres dirigeants qui doivent être impliqués au plus haut niveau. Et donc, vous aurez des exemples de cette implication via Veolia. La biodiversité, ça passe aussi par des événements et par la convivialité. Donc, c'est faire de la biodiversité une fête. Et pour ça, vous avez peut-être entendu parler de la fête de la nature. Mais vous aurez aussi un exemple de Heidelberg Cement sur comment... Allô? Oui. Sur comment faire de la biodiversité un événement qui mobilise tout le monde. Et enfin, donc, vous pouvez donner l'espace aux salariés, aux employés pour eux-mêmes œuvrer directement pour la biodiversité et s'engager de manière civique. Ça peut être par exemple leur accorder une journée par an, ou plus si c'est possible, pour qu'ils puissent se dédier à une action de volontariat sur des projets favorables à la biodiversité. Donc il y a toute une large palette d'outils et ces outils du coup doivent être accompagnés par des messages civiques. Merci pour la présentation, Mélina. Parce qu'en effet, dans une entreprise, il y a un large panel d'employés qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts, la même connaissance et les mêmes besoins en matière de sensibilisation. Et donc, voilà, nous, on a distingué dans l'étude 3 grandes catégories, donc les PDG et les cadres dirigeants. Donc, on va retrouver les personnes qui sont présentes au COMEX, les directeurs de business unit de région, les employés, les cadres salariés. Donc, voilà, ça va être les responsables environnement, les responsables marketing ou les responsables opérations. Et ensuite,
les salariés qui sont directement impliqués sur les sites, donc chefs de site, agents de terrain, ou également tous les intervenants, les sous-traitants qui peuvent intervenir sur les sites de l'entreprise, qui font aussi partie des personnels qui peuvent être sensibilisés à certaines façons. Et donc, pour chacun de ces types de salariés, en fait, si on veut des actions efficaces et qui fonctionnent, il faut adapter ces messages cibles et ils ne vont pas forcément utiliser les mêmes leviers et ils ne peuvent pas répondre de la même manière aux différents messages. Donc voilà, il y a des événements et des actions de sensibilisation qui peuvent fonctionner avec tout le monde, des actions de communication avec des flyers, des sensibilisations. Mais on peut aussi faire des choses plus ciblées, par exemple pour les managers environnement, pour les COMEX, certains copies, ou des formations pour des responsables environnement. Et chaque type de salarié en fait a des intérêts différents et peut être mobilisé de différentes manières. Et donc il y a des messages qui fonctionnent mieux avec certains que d'autres. Certains fonctionnent avec tous. Donc, par exemple, les notions d'impact et dépendance et l'engagement du groupe peuvent fonctionner avec tous les salariés. Mais d'autres vont être plus écoutés par certains. Donc tout ce qui est le développement de l'entreprise, c'est l'attente des parties prenantes, par exemple, elle va être plus entendue par les hauts dirigeants quand toutes les notions de développement personnel, par exemple, elles peuvent fonctionner mieux avec les salariés qui sont de terrain. Et donc, ces messages fonctionnent avec tout le monde, mais certains fonctionnent mieux avec d'autres. Et donc, pour illustrer ce que Lina et moi venons de vous présenter, on va laisser la parole à 4 de nos entreprises partenaires qui ont pris part à la publication sortie en 2018. Et donc, pour commencer, c'est Denis Lecard de Slovenly. Denis, vous avez la parole. Merci Lina Feli pour cette brillante introduction. Donc moi je vais vous présenter donc une initiative que l'on a mise en œuvre sur nos sites industriels. Donc Storengy, c'est la filiale française BNJ en charge du stockage souterrain de gaz naturel. Alors notre initiative voilà, s'appelle Café du Lit. Donc c'est un dispositif très pratique, très opérationnel. En fin de compte, la question qu'on s'est posée, c'est comment aborder la formation, la sensibilisation à la biodiversité. En fait, pour capter l'attention de nos collaborateurs, on a fait un sondage auprès d'eux et on s'est aperçu qu'en fait, qu'ils souhaitaient avoir une formation sur la durée, une formation courte et traitant des sujets précis. Café du Lit, c'est construit comme une série, comme une saison, en fin de compte, de séries télé thématiques. Ça a été construit avec les collaborateurs, avec des experts internes, par exemple des logisticiens, des juristes, mon équipe aussi, de diversité, mais aussi des acteurs du territoire, des associations, des gestionnaires qui interviennent en fonction de leur spécialité. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a mis ça en œuvre pendant la crise sanitaire. C'est-à-dire que c'est une formation distancielle qui a permis d'évoluer aussi, de faire une formation sans être connecté directement à quelqu'un. Donc là, vous voyez sur l'illustration les 2 épisodes. Le premier, ça s'appelle Les origines de la vie, pour vraiment poser les bases, pour que les collaborateurs se situent dans le temps et l'espace vis-à-vis de la biodiversité. Vous voyez, le deuxième exemple choisi, c'est, en fin de compte,
la gestion de notre espace agricole, puisque nous sommes nous avons un domaine foncier important. Alors, les clés de succès, en fait, pour nous, c'est des sessions courtes, adaptées aux horaires des collaborateurs. On sait qu'en fait, il y a des périodes dans la journée où les collaborateurs ne sont absolument pas disponibles. Donc ça, c'est un point important si on veut toucher le maximum de collaborateurs. Ce qui est important aussi, c'est dans des séquences interactives. C'est vraiment de faire participer nos collaborateurs. D'aborder bien sûr les sujets avec de la biodiversité, avec des points de vue très différents. C'est pour ça qu'on fait intervenir des juristes pour expliquer comment, par exemple, on va mettre au point les conventions culturales, des logisticiens pour expliquer comment on gère de manière différenciée nos espaces verts. Et donc ça, c'est important, de ne pas avoir justement une vue trop lissée. Un lien aussi, connecter nos actions avec la vie professionnelle, l'activité journalière de nos équipes, c'est vraiment quelque chose d'important. Un point fondamental, c'est de valoriser ces formations dans le parcours professionnel de nos collaborateurs pour qu'ils puissent vraiment valoriser ça tout au long de leur carrière. Donc, des points d'attention, c'est faire attention à ne pas perdre nos équipes en ayant du coup je dirais le wording adapté. Alors ça ne veut pas dire d'avoir justement des contenus de bas niveau, c'est tout le contraire en fait, c'est vraiment faire l'effort d'avoir à la fois du contenu mais intelligible par tous. La communication autour de ces formations est aussi importante, surtout en période de Covid. Et nous, on a aussi un autre challenge, en fait, c'est de toucher l'ensemble de nos sites industriels. On a 14 sites du coup, sur le territoire. Donc, en fait, on compte vraiment beaucoup sur le bouche-oreille, en fin de compte, et l'autopromotion de ces actions. Aussi, une autre clé de succès, donc je reviens un petit peu sur les clés du succès, c'est d'avoir une vision participative, une approche participative, c'est-à-dire que autant la première session on a imposé pour vraiment poser les bases, je dirais scientifiques, et je dirais même philosophiques, en fin de compte, de la biodiversité dans l'entreprise, et par la suite, on a vraiment consulté au fur et à mesure nos collaborateurs pour choisir les thématiques qui les intéressaient le plus. Là, ce que vous voyez, en fin de compte, cette photo, c'est un tableau, en fait, qui est complété par, c'est sur un site de stockage, et les collaborateurs qui donnent leur avis, leur choix et leur retour. Donc vraiment, se mettre dans une logique d'amélioration continue de notre formation. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Denis. On invite à rester là pour la suite en attendant les questions-réponses. Et nous accueillons notre deuxième intervenant, Loïc Traverse. Merci Mélissa, merci Fanny, bonjour à tous. Donc nous, avec IAM, on est une entreprise qui œuvre dans les matériaux de construction en termes de ciment, fabrication de ciment, en cimenterie, centre d'habitants plus d'une centaine et environ 40 à 45 carrières. On est très lié à la biodiversité puisqu'on aménage à peu près 200 hectares de terrain par an sur notre patrimoine qui fait à peu près 3000 hectares. Et sur nos sites, donc ça fait un moment qu'on travaille sur la biodiversité. On a commencé par la stratégie SNV en 2013 et on a fait un partenariat avec l'UICN pour des actions sur le terrain. Donc je vais vous présenter ce qu'on a mis en place, nous, pour la sensibilisation du personnel au niveau du site, au niveau de la carrière. Parce que chaque carrière perturbe le milieu environnant, mais aussi on est une source d'opportunités pour la biodiversité qui s'exprime de manière très importante sur chacun de nos sites.
Donc c'est là-dessus qu'on a travaillé, à la mise en place de ce qu'on appelle des synthèses visuelles. Alors je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Donc en fait on crée une synthèse visuelle sur chaque carrière qui reprend l'ensemble du site et on travaille donc à destination de tous les salariés, les opérateurs de terrain, les chefs de carrière, les sous-traitants qui interviennent sur le site, les responsables fonciers environnement qui interviennent, enfin tous ceux qui interviennent vraiment à l'échelle du site. Les facteurs de succès, c'est qu'on fait appel aux spécialistes. On a des suivis environnementaux faits par des associations de défense de l'environnement locales. On intègre à ce dispositif de synthèse. Donc on a des spécialistes. C'est important que ce soit fait par des spécialistes qui connaissent bien le site et qui ont une bonne vision de l'ensemble du site. Ce qui est important, c'est que le chef de carrière soit associé au travail, ainsi que le responsable foncier environnement qui doit être impliqué dans la synthèse. La qualité de la synthèse qui est faite par l'USN aussi est importante, puisque le rendu, c'est ce qui sort un petit peu et ce qui va nous servir de moyen de communication et de partage avec tout le monde. Et puis de faire une mise à jour, évidemment, tous les 3 à 5 ans, puisque la carrière évolue et que les choses bougent. Alors les points d'attention, c'est que effectivement, cet outil qui va sortir, que je vais vous montrer, il va être affiché après l'entrée du site, pour qu'il soit partagé par tout le monde, et qu'on puisse le donner aussi, diffuser à nos sous-traitants et à nos intervenants sur la carrière, qui d'un coup d'œil vont voir où sont les espaces sensibles et les points délicats à surveiller. Donc là, je vais vous montrer l'exemple qu'on a fait par exemple sur une carrière qui est en Alsace, donc à Bissau-Salm, à côté de Strasbourg. Donc c'est une carrière millionnaire qu'on exploite à peu près 160 mètres de fond. Donc on a un partenariat avec l'association Buffo, qui est une association importante en Alsace pour le suivi de tout ce qui est faune et flore. Et donc on a fait cette carte avec l'aide de l'UNICEF, Fanny est intervenue avec nous. Alors voilà, donc c'est un site, voilà, le résultat de la synthèse visuelle. Donc ça c'est un job de travail qui est synthétisé après une journée de travail par Fanny, qui répertorie l'ensemble des points stratégiques de la biodiversité sur le site de la carrière. Donc on voit par exemple ici sur les zones ici un peu mises à nu, il peut y avoir des petits gravelots qui sont des œufs. Donc on a mis attention si on trouve des œufs focalisés, et faire attention. On a mis en exergue des espèces envahissantes, donc on a l'astère, la solidaire et la benjamine, sur lesquelles il faut faire des surveillances et des fauches et des éliminations si possible. On a mis ici les points d'attention sur les mares. On a des mares à crapaud sur la plateforme et ainsi que sur les berges. Donc quand on a un intervenant qui vient de l'extérieur, il sait tout de suite où sont les zones sensibles et pour éviter de les détruire ou de les abîmer. Voilà, donc l'intervention évitée de février à avril, puisque c'est la joie de reproduction des crapauds. Voilà, avec éviter l'expression d'ornières. Voilà, et puis ici on a deux radeaux asters qui sont représentés ici. Donc on a la photo qu'il a. Donc ça vérifie l'état de fréquentation et puis entretenir le radeau. Donc ça c'est l'intérêt de ça, c'est que c'est un travail de groupe qui regroupe en fait l'ensemble des personnes qui agissent sur la carrière, qui interviennent. Donc c'est un moyen de communication qui est assez intéressant parce que d'un coup d'œil, on voit la sensibilité du site et voilà, donc c'est un outil à la fois d'appropriation par le personnel et à la fois de communication vis-à-vis de l'extérieur. Je vous remercie. Merci. Nous accueillons maintenant Colline Jacobs de Veolia. Bonjour à tous. Donc Colline Jacobs, je travaille à la direction de développement durable de Veolia. Je m'occupe des sujets, de coordonner les sujets de protection du milieu et de biodiversité. Donc moi je vais vous parler d'un sujet qui est beaucoup moins opérationnel puisque c'est plutôt au niveau du COMEX de Veolia, mais c'est tout aussi important pour engager le déploiement d'actions sur l'échelle d'un groupe, à grande échelle. Peut-être d'abord quelques éléments de contexte pour vous expliquer pourquoi on a mis en place cette organisation chez Veolia. Alors, je rappelle simplement que Veolia,
ces 3 métiers, donc le métier de l'eau avec la production d'eau potable et l'assainissement, un métier du déchet, la collecte, le traitement et le recyclage des déchets, et un métier de l'énergie avec la production d'énergie et la gestion des réseaux de chaleur et de froid. Et c'est surtout aussi l'implantation d'environ 8000 sites sur 5 continents dans plus de 40 pays avec 180 000 salariés. Donc ça fait du monde à bouger. Et donc c'est pour ça que ça nécessite derrière des moyens assez importants qui partent vraiment au niveau de l'entreprise. Et pour rappel, donc, je ne sais pas si ce sont des choses qui nous sont familières, mais Veolia a inscrit dans ses statuts en 2019 une raison d'être qui a vraiment apporté un tournant à l'entreprise, parce que c'est un vrai projet d'entreprise, avec ce texte fondateur qui doit permettre de guider l'entreprise dans son développement à long terme. Et cette raison d'être au sein de l'entreprise, elle s'est traduite par ce qu'on appelle nous en interne une performance plurielle. Cette performance plurielle, c'était de mettre au même niveau d'attention les 5 grandes performances de l'entreprise, qui sont la performance économique et financière, la performance client, la performance environnementale, sociale et sociétale. Voilà, donc ça c'était important. Et donc cette performance plurielle, on a 18 objectifs, 18 grands objectifs pour l'entreprise. Donc on voit dans la roue, c'est ce qu'on appelle nous notre boussole. Et donc on a un objectif qui est dédié à la biodiversité. Et ce qu'a souhaité notre PDG justement pour embarquer ces 180 000 salariés implantés dans tous les pays, c'est d'embarquer déjà au plus haut niveau de l'entreprise avec le COMEX. Et donc, chaque membre du COMEX a 1 à 2 objectifs dont il doit en fait sponsoriser. Et derrière, ce sponsor, quelque part, ça engage très fortement le COMEX et les salariés à déployer les objectifs, définitivement l'objectif biodiversité. Donc le rôle de nos COMEX, de nos sponsors, c'est vraiment pour nous de faire monter les sujets au plus haut niveau de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on fait des points réguliers avec par exemple, moi, c'est sur la biodiversité, c'est le directeur de la zone Europe centrale et orientale. C'est quelqu'un qui connaît bien forcément des problématiques contractuelles de déploiement dans une zone géographique, de tous les objectifs dont celui de la biodiversité. Et donc pour nous, cette organisation, ça nous permet vraiment de faire remonter des sujets, de pouvoir discuter avec eux sur les sujets émergents, il faut qu'on pousse au COMEX, quand on a des problèmes de déploiement, comment faire intervenir le COMEX pour débloquer des situations. Et depuis que on a mis en place cette organisation, c'est vrai que nous on a vraiment senti une accélération de la transformation de l'entreprise, parce que le projet avec cette performance plurielle, cette raison d'être, c'est vraiment d'accélérer la transformation de l'entreprise, de faire évoluer nos métiers, d'embarquer tous les salariés. Alors tout ça, ça a été accompagné avec énormément de formation. Que dire de plus on fait des points réguliers, on a vraiment des discussions ouvertes. Et puis le point d'attention, évidemment, avec le 8000 sites partout dans le monde, on a vraiment besoin de très grande coordination. Donc on a rajouté en plus une espèce de réseau qui est en charge de déployer ces 18 objectifs dans toutes nos zones géographiques. Mais voilà, on a vraiment ce projet est en train de vraiment transformer le paysage de Veolia et accélérer vraiment la transformation du groupe. Merci Colline. Et resté là, il y a encore un 4e exemple qui nous sera présenté par Bruno Pinault de
en fait partager avec vous une initiative qu'a mise en place le groupe Heidelberg. Donc le groupe Heidelberg, c'est un groupe cimentier avec 140 cimenteries, dont 10 en France. C'est un groupe bétonnier avec 1500 centrales à béton, dont 200 en France, et un groupe carrier, c'est de ça dont je vais vous parler plus spécifiquement aujourd'hui, avec 600 carrières, dont 100 en France. Alors le groupe, pour répondre à cette... Voilà, je vais commencer par cette slide-là. Pour répondre à la question qui est posée, c'est comment effectivement on peut faire percoler cette biodiversité au plus près des salariés, a mis en place un concours qui s'appelle le Q&A, donc Quarry Life Awards, et ce concours, c'est un concours qui est ouvert donc, aux 600 carrières du groupe, mis en place, c'est la 5e édition qu'on met en place cette année, donc mis en place en 2012. Et donc l'idée, c'est de faire concourir les carrières qui sont dans les différents pays, qui doivent proposer des carrières à ce concours pour récompenser des actions novatrices en faveur de la biodiversité. Alors depuis sa création en 2012, le groupe a accompagné 370 projets qui ont impliqué plus de 1000 chercheurs dans le monde. En France, donc pour cette prochaine édition, qui se déroule donc dans les candidatures sont ouvertes jusqu'au mois de novembre. On va proposer 8 carrières sur l'ensemble du territoire. Et l'idée, c'est que ce concours est ouvert, une fois que ces carrières sont proposées, est ouvert à tous, que ce soit des étudiants, des chercheurs, voire même des riverains de nos carrières. Et le principe est simple, c'est-à-dire que sur ces carrières qui concourent, chacun, ça peut être d'ailleurs en équipe tout seul, est invité à proposer des programmes d'action de nature à améliorer la biodiversité sur nos carrières sur 2 axes. En fait, il y a un axe scientifique de recherche, on va essayer de mettre au point des projets justement qui permettent d'accroître à la fois nos connaissances au niveau des carrières pour améliorer la gestion de la biodiversité, mais aussi un axe qui est dédié aux initiatives sociétales avec des projets d'engagement à la sensibilisation qui permettent de renforcer effectivement l'ancrage local de nos carrières. Alors, comment ça fonctionne en fait? Une fois que ces carrières sont proposées, ces projets sont portés, ça se déroule en fait sur 2 ans. La première année, donc ça démarre en novembre 2021. La première année est dédiée à la sélection nationale. Il y a des jurys qui sont composés de personnalités qui vont sélectionner les meilleurs projets. Et puis la deuxième année, là on passe au niveau international, mais les meilleurs projets sélectionnés au niveau national, de nouveau concours pour obtenir les prix qui sont donnés. Alors les critères de sélection des projets, il y a la valeur éducative, des projets. On tient compte aussi du fait est-ce que les parties prenantes locales sont impliquées, ça c'est aussi important pour nous, et évidemment les bénéfices pour la carrière et pour la collectivité. C'est ça les critères d'évaluation du projet. Donc aujourd'hui, c'est comme je disais, c'est la 5e édition, donc ces Quarry Life Awards sont complètement inscrits dans le paysage. Et ce qui est intéressant par rapport à la question qui est posée, je crois, c'est qu'au-delà du soutien financier, quand on a des salariés qui proposent ces projets-là, c'est une vraie source de fierté. On est un métier qui est très local, on a souvent des salariés qui sont très fiers de ce qu'ils font. C'est un vrai élan participatif en fait, qui fait la fierté des collaborateurs. Je pense que la manière dont on le présente en tout cas, sur des projets comme celui-là, il y a des gagnants, mais il n'y a pas de perdants. Et ceux qui gagnent en fait à la fin, s'il y a un vainqueur, c'est bien la biodiversité. C'est le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous avons encore un peu de temps pour des questions, donc si vous avez des questions pour nos intervenants, n'hésitez pas. Bonjour, j'ai une question pour Colline. Dans le choix des sponsors COMEX, comment vous avez établi finalement qui fait quoi? Est-ce que vous avez préféré connaître l'appétit naturel de chaque comexien sur les sous-jacents en disant qu'il allait être content, ou au contraire aller vers ceux qui étaient les plus loin du sujet pour les amener à devenir des ambassadeurs du sujet? Effectivement, ça marche, je pense. Ouais. Non, je pense que, alors je ne suis pas dans le secret des dieux, mais effectivement, je crois que ça s'est plutôt fait par appétence des sujets. Nous, ça tombait bien parce que sur la biodiversité, en fait,
ce directeur de zone était un ancien biologiste. C'est quelqu'un d'extrêmement passionné par le sujet, mais je pense qu'ils ont plutôt choisi par appétence des sujets en disant qui se sentent. C'est plus facile d'avoir un sponsor motivé par un sujet qu'un sponsor à qui on désignerait une mission et qui aura plus de mal à la mener parce que ça ne transporte pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, je vous remercie pour les interventions et les exemples très intéressants. Je veux savoir, en fait, c'est un peu une question pour tout le monde, un point de réflexion, mais les exemples dont vous nous parlez, ils sont très bien. Ah oui, mais ils sont très liés à, par exemple, peut-être de la sensibilisation et finalement une certaine réduction de potentiels impacts. Et dans le cadre de la séquence ERC, éviter, réduire, compenser, on essaie de donner beaucoup d'importance à la partie éviter, c'est-à-dire ne pas être amené à devoir réduire un impact. Et par exemple, dans l'exemple de M. Loïc Traverse, est-ce que vous intégrez l'aspect éviter, c'est-à-dire est-ce que dans la sélection de vos carrières, le site de la carrière, c'est quelque chose que vous prenez en compte, par exemple de sélectionner un site par rapport à un autre ou de la conception même de la carrière, ou est-ce que vous agissez un peu en aval, c'est-à-dire que vous avez votre site et une fois que vous l'avez, vous essayez de réduire les risques en sachant que si on évite, on n'a même pas besoin de faire ce travail de réduction. Merci. Oui, alors en fait, le processus d'autorisation d'une carrière intègre cette notion de ERC, c'est-à-dire que c'est plus en amont. Là, je vous ai présenté quelque chose qui était en phase d'exploitation. Et effectivement, la phase d'autorisation prend 5 et 10 ans et on applique la séquence ERC avant, c'est-à-dire qu'il y a des mesures d'évitement et de réduction et de compensation, mais qui ne sont pas présentées là parce que là, on est après l'autorisation, c'est une fois qu'on a fait ce processus-là, on obtient l'autorisation et là, je vous ai parlé d'un exemple sur un site qui est en exploitation. Alors après, il y a une difficulté quand même légale, juridique avec ce système-là, c'est que si on développe trop, nous, la biodiversité sur notre site, on peut se tirer une balle dans le pied, puisqu'après on va nous dire vous ne pouvez pas continuer parce que vous avez des espèces protégées sur votre site. Et donc, voilà, donc il y a un équilibre à avoir entre ce qu'on peut faire pour la biodiversité sans se tirer une balle dans le pied, parce que légalement, si on veut prolonger le site ou l'exploiter de manière différente, si on crée de la biodiversité, on va essayer d'amener à la détruire derrière. Donc il y a encore un souci juridique qui n'est pas encore bien clair pour nous. Alors je crois qu'en Belgique, ils ont plus avancé que chez nous, qu'en France pour ce problème-là. C'est-à-dire qu'ils ont des dérogations anticipées. C'est pas parce qu'ils vont créer de la biodiversité qu'ils ne pourront pas la déplacer ou la détruire après ou faire autre chose. Donc aujourd'hui, effectivement, la séquence ERC, nous on l'a prévu avant. Et après on est confronté à ce problème-là, de la limite jusqu'où on peut aller pour ne pas mettre en péril notre activité. Je vais compléter ces propos. Dans Storage, donc on a du stockage, c'est une activité qui est mature. Ceci dit, on est vraiment engagé dans un processus de transition énergétique et écologique. Et le souci d'éviter, c'est vraiment une priorité. C'est-à-dire qu'en fait, toute nouvelle installation, la priorité, c'est d'éviter les artificialisations. Donc ça, c'est vraiment prioritaire. L'évitement, bien sûr, c'est important, mais c'est vraiment une préoccupation très importante pour nous. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et ça, juste pour rebondir sur la thématique, qui est la sensibilisation, parce que ça se fait pas comme ça. En fait, là, moi j'ai parlé plutôt des collègues ici. Et on travaille beaucoup au niveau des business développeurs pour les sensibiliser, parce que là, il y a clairement, je dirais, un manque d'information que l'on doit faire. Merci. Si personne n'a d'autres questions, merci beaucoup à nos 4 intervenants. Et peut-être juste finir avec 2 messages clés, s'il y en a 2 qu'il faut retenir. Le premier, c'est que pour mobiliser les salariés et les employés, il
faut à la fois engager une démarche qui soit socialement et engageante et impliquer au plus haut niveau les dirigeants d'entreprise. Et ça va aussi s'accompagner d'outils qui sont appropriés et adaptés à vos employés et qui aussi soient fondés sur l'expérience. Donc ça passe par le sans-filtre et que ce soit plus parlant. Merci à tous.